Nous avons tous l'une des armes les plus puissantes du monde, une arme que toute personne possède, une arme qui, contrairement à toutes les autres armes utilisées auparavant, a le pouvoir de détruire quelqu'un, comme de le reconstruire. Cette arme est une arme qu'il nous faut manier avec prudence. L'arme dont je parle est à l'image d'une épée, une épée à double tranchant, qui peut blesser autrui comme celui qui la manie, et je l'utilise en ce moment même pour vous parler d'elle. L'épée dont je parle a pour nom la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole est un moyen pour nous êtres humains de pouvoir communiquer entre nous, elle nous permet d'échanger, car elle est porteuse d'informations. Cette information se cache dans les plus petits détails, elle se trouve dans les mots que je prononce, qui pour ton tympan ne sont que de simples vibrations, se transformant eux-mêmes en signaux électriques vers ton cerveau, lui-même composé de milliards de neurones traitant des quantités d'informations dont tu ne pourrais même pas te faire idée. La parole, les mots que je suis en train de prononcer, ne sont qu'un moyen pour l'information de pouvoir se déplacer, de pouvoir se mouvoir dans l'espace, et de pouvoir accéder à ta conscience par le biais de tes oreilles. Mais cette parole, cette arme peut être dévastatrice en raison de certaines personnes ne savant pas la manier. Cette parole peut nous blesser, nous faire du mal et donc nous faire souffrir. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir comment devenir protégé face à ceux qui l'utilisent de la mauvaise manière, parfois malgré eux. Ou plus précisément, comment devenir invulnérable face à n'importe quel jugement, critique, injure ou insulte, et pourquoi sommes-nous si vulnérables lorsqu'on en reçoit une? Tout d'abord, il nous faut définir ce qu'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, comme le dit Wikipédia, décrit le caractère de quelque chose de fragile, de vulnérable ou encore de sensible. Il peut s'agir plus généralement d'une faiblesse. En fait, quelque chose de vulnérable, c'est quelque chose qu'on peut atteindre, quelque chose que l'on peut toucher, en grande partie dû à des faiblesses ou à des failles. Lorsque Tony Stark a commencé à concevoir son armure, c'est parce qu'il savait, comme tout être humain, qu'il était vulnérable, que son corps est vulnérable, qu'il suffisait juste d'une seule balle de revolver ou d'un seul accident pour qu'il se blesse ou meure. Il a donc conçu ses armures pour pouvoir se protéger des attaques extérieures, donc pour couvrir et cacher sa vulnérabilité, afin de se rapprocher de ce qu'on appelle l'invulnérabilité, c'est-à-dire quelqu'un ou quelque chose qui ne peut ni être touché ni être blessé. Mais même en portant une armure, on peut quand même être touché, être blessé. En effet, cette armure ne nous rend pas invulnérables, car rien n'est invulnérable sur cette terre. Enfin, presque. Et c'est exactement ce qu'il se produit lorsque nous sommes touchés ou offensés par une parole prononcée par quiconque. Nous portons en fait une armure, et cette armure représente quelque chose de présent en nous, quelque chose de présent dans notre monde intérieur, quelque chose qu'on appelle l'ego. À l'image de tous les objets présents dans la pièce où tu te trouves actuellement, y compris l'appareil se trouvant devant tes yeux, ils ont tous un prix, et le rôle de ce prix, c'est de nous donner une estimation de la valeur qu'ils peuvent avoir. Si tu as une pièce de 1 euro, instinctivement, tu sauras à peu près ce que tu pourras acheter avec cette pièce. Et inversement, tu sauras aussi tout ce que tu ne pourrais pas t'offrir avec celle-ci. C'est exactement le rôle d'un prix. Il te donne un aperçu de ce à quoi tu peux t'attendre d'avoir. On peut donc dire que celui-ci est un critère d'estimation. Il est pour nous une unité qui nous permet d'estimer la valeur d'un bien ou d'un service. Sans nous en rendre compte, nous faisons aussi la même chose avec nous-mêmes. Nous utilisons aussi un critère d'estimation. Et ce critère d'estimation, c'est ce que nous mettons après ce « je suis ». Et ce « je suis quelque chose » a pour bon nombre d'entre nous été conditionné par notre enfance. Lorsque nous étions enfants, nous recherchions tous à être aimés, à être appréciés et reconnus par nos proches. L'opinion de ceux-ci sur nous-mêmes était donc très importante à nos yeux, je dirais même plus importante que la nôtre. Et lorsque nous faisions ce que nos proches voulaient de nous, lorsque nous obéissions, nous étions récompensés, nous étions validés et approuvés par eux dans un sens. Nous nous sentions donc valorisés et notre estime personnelle en dépendait. Mais inversement, lorsque nous faisions quelque chose que ceux-ci n'approuvaient pas, lorsque nous les décevions, lorsque nous n'étions pas à la hauteur de leurs attentes ou même lorsque nous faisions une bêtise ou une erreur, ils pouvaient nous désapprouver en montrant leur mécontentement vis-à-vis de ce que l'on a fait. Et donc, étant encore enfant, nous nous sentions en quelque sorte dévalorisés. C'est la raison pour laquelle un enfant dit normal va obéir à ses parents, car il n'a pas envie de les décevoir, il n'a pas envie de se faire désapprouver par eux, de se faire punir. En d'autres termes, il n'a pas envie de se faire rejeter, car ils sont pour lui ses seuls repères. Mais en réalité, il nous faut comprendre que notre réelle valeur ne dépend pas de ce que nous avons fait ou pas. Elle ne provient pas des compliments que tu reçois, ni de ce que les autres ou tes propres parents peuvent penser de toi. Elle ne provient pas de tes accomplissements, de tes possessions, de tes habits, ni de ton physique. Elle ne provient pas de là.
Notre réelle valeur ne dépend de rien, d'aucune action, d'aucune parole, car elle ne peut se mesurer à aucune chose extérieure. Notre réelle valeur est inestimable. Ce n'est pas parce que nous commettons une faute, une erreur aussi grosse soit-elle, que notre valeur baisse. Notre réelle valeur est par définition inconditionnelle. Elle ne dépend, en réalité, de rien. Et c'est ça l'ego, c'est cette partie de nous qui s'identifie et estime notre propre valeur à travers des choses extérieures. En fait, c'est ce que tu penses être, mais que tu n'es pas. Car il y a une différence entre ce que tu es réellement et ce que ton ego essaie de te faire croire que tu es. L'ego dira « je suis heureux » ou « je suis triste », au lieu de dire « je ressens le bonheur ou la tristesse en moi ». Il dira « je suis pauvre » ou « je suis riche », au lieu de dire « je possède beaucoup » ou peu d'argent. Il dira encore « je suis nul » ou « je suis exceptionnel », au lieu de dire « selon ma perception des choses, selon les croyances que j'ai accumulées et les accords que j'ai renforcés, je me trouve comme étant nul ou exceptionnel ». Vois-tu la différence? Eh bien l'ego, c'est ce que tu mets après ce « je suis » pour estimer ta propre valeur. Et comme tu as pu le voir à travers mon exemple, l'ego s'identifie à travers nos émotions et estime notre valeur personnelle à travers nos possessions, nos actions et nos croyances. Mais avant de rentrer plus en détail là-dedans, il nous faut tout d'abord comprendre que l'ego est en recherche de reconnaissance. Un problème se crée toujours à partir d'un besoin, et un besoin se crée toujours à partir d'un manque. Lorsque tu as faim par exemple, tu éprouves cette sensation de faim justement parce qu'un besoin s'est créé à partir d'un manque. Ton corps manque d'énergie. Il t'envoie alors des sensations physiques pour te prévenir, afin que tu puisses répondre à ce besoin. Tu ressentiras alors une émotion de faim. Un problème s'est alors créé, et tu vas alors chercher la nourriture là où tu sais qu'elle se trouve. Tu vas en fait combler ce manque en répondant au problème par une solution, c'est-à-dire en mangeant. Et si tu as compris mon analogie, le manque crée le besoin, et le besoin se manifeste par une émotion, et c'est l'émotion qui crée le mouvement. Et c'est à peu près ce qu'il se passe avec l'ego. En effet, l'ego est toujours présent lorsqu'il a évocation de nos relations avec les autres. C'est une partie de nous-mêmes. Et lorsque nous recherchons la reconnaissance, la validation des autres, c'est notre ego qui nous pousse à faire cela. Mais comme on l'a vu dans la dernière vidéo, plus nous sommes en recherche de reconnaissance, de la validation de la part des autres, et plus nous deviendrons vulnérables à leurs critiques et à leurs jugements. Mais en faisant cela, on n'en prend pas directement conscience, parce que c'est justement l'un des moyens, l'une des solutions que l'ego a trouvé pour répondre à un problème, pour combler un vide en fait, un manque auquel l'ego essaye d'y répondre par une solution, c'est-à-dire en prenant les choses personnellement.